En manchette aujourd'hui, le Parti québécois présente sa proposition pour aider à garder en santé la population et les portes ouvertes du patrimoine religieux. Ça débute demain. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 8 septembre. Donc, le Conseil du patrimoine religieux invite la population à venir participer en grand nombre aux portes ouvertes qui débutent demain. À ce sujet, CTRB a invité Evelyne Vincent, qui, à la MRC, s'occupe du dossier culture et qui siège sur le comité consultatif du Conseil du patrimoine. Elle nous parle de cet événement. Je suis en compagnie d'Evelyne Vincent, qui est agente de développement culturel à MRC, mais qui siège aussi sur le Conseil du patrimoine religieux. C'est bien ça, à la table de concertation, hein? Oui, c'est ça. C'est la table de concertation de Laval, Laurentides, Lanaudière pour le Conseil du patrimoine religieux du Québec. C'est quoi ça, le Conseil du patrimoine religieux? Le Conseil du patrimoine religieux, dans le fond, c'est un organisme qui est affilié au gouvernement du Québec avec le ministère de la Culture et des Communications, mais qui est quand même vraiment un organisme séparé qui veille à la conservation, la restauration du patrimoine religieux du Québec et aussi, plus récemment, il assure un travail pour tout ce qui est la requalification, donc tout ce qui est, entre autres, beaucoup des églises, mais aussi, ça peut être d'autres projets de bâtiments religieux, mais qui vont changer de fonction. Oui, c'est ça, de fonction, d'utilité, et qui vont être utilisés pour d'autres choses, vu qu'un coup que la fonction religieuse est perdue et laissée derrière. Parce qu'il faut se dire, on avait un village, un clocher, même à Montréal, c'était considéré comme la ville au sans clocher et tout ça, des municipalités. Et aujourd'hui, on est en déficit de clients au niveau des églises. Donc, il commence à avoir des bâtiments qui sont plus utilisés. Oui. Et c'est difficile, premièrement, de faire un choix, je pense. Et par contre, au conseil, je pense que vous faites aussi on ne pourrait pas dire l'analyse, mais aider à savoir est-ce que ça vaut quelque chose notre église, qu'est-ce qu'on a de joyaux, parce qu'on a beaucoup de choses que les églises fermaient ou n'importe quoi, on mettait ça sur le bord du chemin, tout le monde partait avec un Saint-Joseph, une Sainte-Geneviève, mais il y avait des œuvres d'art, il y avait des choses qui avaient de la valeur. Là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, le Conseil du patrimoine religieux, au début des années 2000, a fait justement un grand inventaire du patrimoine religieux à travers le Québec. Je pense que ça s'appelle l'inventaire des lieux de culte du Québec, puis c'est tout disponible en ligne, ça c'est facile à aller voir. Et à ce moment-là, ils ont tout coté A, B, C, D, de savoir les A, c'est les exceptionnels. Souvent, on parle de soit des bijoux d'architecture ou des églises qui ont été vraiment construites du temps. On peut parler de l'église de Berthier, entre autres. Oui, l'église de Berthier en fait partie et tout. Puis à partir de cet inventaire-là, bien justement, il y en a qui ont été, je pense que c'est à ce moment-là que l'église de Berthier a été classée, parce que là, le classement, ça, c'est un statut officiel au niveau du gouvernement du Québec qui vient dire, ça, c'est vraiment un monument qu'il faut préserver dans le temps, à long terme. Mais, dans le fond, après ça, les municipalités eux-mêmes peuvent décider de choisir de citer leur bâtiment. Donc ça, c'est une coche en dessous du classement. C'est au niveau municipal que ça se décide, mais c'est encore une fois, c'est le désir de la municipalité d'assurer que ce bâtiment-là il est conservé dans le long terme, puis que la municipalité va garder un œil un peu plus sur ce qui peut être fait ou pas dans ce bâtiment-là. Donc, peu importe, même si après, c'est plus de fonction religieuse, mais si ça devient un privé, si ça devient quelque chose d'autre, il va avoir un peu un droit de regard, puis ça peut être fait. Là, on parle d'église, mais ça peut être fait pour des presbytères aussi, ou pour des couvents, ou pour n'importe quel, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque. Le noyau religieux dans était très important. C'était très important, puis c'était souvent autour de ça que le village venait à se construire. Là, il y avait comme toute une vie autour de ça. Puis encore aujourd'hui, ces bâtiments-là font partie des cœurs de village, puis c'est des points de repère, c'est souvent autour de là qu'il y a les commerces et tout. Tu sais, les gens sont attachés à ces lieux-là qui font partie autant de leur enfance que de leur vie de tous les jours quand tu vas à l'épicerie à côté. Là. Ça, je comprends. Tu me parlais tantôt aussi que vous aidez à la reconversion, donc autrement dit, vous pouvez être là justement pour assister les municipalités, assister les gens à choisir de quelle façon utiliser le bâtiment. Parce que là, beaucoup s'est rendu en salle de spectacle, on en parlait un petit peu avant. À un moment donné,
Il y a peut-être une quantité aussi que la population peut absorber. Donc, aider à trouver des solutions, des utilisations pour ces bâtiments-là. En fait, il y a le Conseil du patrimoine religieux, donc pas nécessairement la table sur laquelle moi je fais partie, mais vraiment le conseil qui a un mandat plus large. Eux, ils ont un programme de subvention qui c'est vraiment pour la requalification et ce programme-là a 2 volets. Il y a un premier volet que c'est justement pour trouver des idées. Donc, juste un incubateur de dire, OK, on a besoin des sous pour mettre en place une démarche, pour vraiment trouver un projet pour faire vivre soit une église, soit peu importe, un autre bâtiment. Soit d'un presbytère, des choses comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais encore une fois, dans le patrimoine religieux. Donc là, il peut avoir justement cette démarche-là de trouver une idée, de faire peut-être un plan d'affaires. Là, tu parlais de salle de spectacle, mais au Québec, en général, on a tellement d'exemples un peu... Des scènes de diffusion, ça peut être une galerie d'art. Oui, il y en a des choses inusitées. Je pense qu'à Montréal, il y en a une qui c'est devenu un spa. Oui. Je pense que c'est à Trois-Rivières, puis il y a des trampolines dans une église, vu que les plafonds sont super hauts. Des bibliothèques, on parle de bibliothèques. Bibliothèques, beaucoup, ça, il y en a eu beaucoup. Puis encore là, ça peut être un lieu d'hébergement aussi, ça peut devenir l'offre des logements sociaux. Là. Il peut y avoir cet aspect-là de dire une partie subventionnée pour trouver une idée, puis après, le deuxième volet de ce programme de requalification-là, c'est vraiment, OK, go, on met l'idée en place, donc on fait des travaux, soit des travaux de restauration, des travaux de transformation pour vraiment amener ce nouveau projet-là à vivre dans cet espace-là. En fin de semaine, c'est des portes ouvertes, justement, du patrimoine religieux. Tu peux-tu nous en parler, justement, d'où est venue cette idée-là, puis à quoi qu'on peut s'attendre ici, dans le coin, là? Peut-être un petit peu en région aussi, on peut se promener des perles, aller voir des choses. Oui, en fait, c'est ça, c'est les journées du patrimoine religieux du 9 au 11 septembre, donc du vendredi au dimanche, toute la fin de semaine. Il y a des lieux partout au Québec, donc je vous invite à aller voir la programmation sur lesjournesdupatrimoine-religieux.ca. Il y a plus de 240 lieux, je pense, partout au Québec. Donc, des églises ouvertes, mais pas que des églises. Hein. Dans la région, dans Dautrey, justement, il y a la maison Rosalie Cadron, qui, elle, est une maison plus de type traditionnel, qu'on ne penserait pas d'emblée que c'est du patrimoine. Mais ça fait référence à Rosalie Cadron. Mais ça fait référence à Rosalie Cadron, qui, justement, est un personnage religieux important dans l'histoire du Québec. Donc oui, il y a ça sur notre territoire. Donc, eux, samedi, dimanche, ils sont ouverts et puis les visites sont offertes gratuitement. Donc, vous pouvez voir l'exposition permanente puis les expositions temporaires qui sont présentes. Et il y a aussi, dans Dautrey, l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, à Saint-Norbert, qui est ouvert pendant... Eux, c'est le vendredi, donc pendant leur marché, qui est à tous les vendredis. Marché fermé, oui. Oui, c'est ça. Donc, l'église est ouverte aussi, et puis sur place, vous pouvez voir une exposition sur les vêtements liturgiques du lieu, et aussi l'exposition 13 femmes qui avait été réalisée par la MRC avec l'artiste Yolande Arbé et le Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon. Donc, c'est des belles activités, mais aussi, tu peux dire que si on sort de la région de Dautrey, il va y avoir plein de choses à faire, puis découvrir des perles, justement, des choses. C'est ça. Il y en a d'autres dans la Naudière. Des fois, c'est des églises qui sont pas nécessairement tout le temps ouvertes, mais là, pour cette occasion-là, les portes sont ouvertes, les gens peuvent circuler, un peu comme quand on va visiter des grandes villes en Europe, aller visiter le patrimoine, puis vraiment prendre le temps justement, d'admirer des fois juste le décor. Hein. On porte pas nécessairement attention, ou si on va toujours à la même église, on voit toujours la même chose, mais au Québec, il y a tellement une diversité, autant dans les meubles religieux, que les toiles, que les décors au plafond. On peut aller admirer ça, puis faire une visite, puis comparer. Il y en a de tous les styles, justement du style français, ou comme des choses plus modernes aussi, des fois, qui ont été construites vraiment plus récemment. Donc, on peut voir toutes les périodes. Là. Bon, je te remercie beaucoup, puis merci de l'invitation. On va faire ça en fin de semaine. Merci. Une autre activité en fin de semaine, activité possible, les premières fêtes des Forestibles. À cet effet, CTRB a rencontré au magasin de l'abbaye de Saint-Jean-de-Mata Emmanuel Beauregard du Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière et François Parenteau de l'abbaye. Ces derniers nous parlent de cet événement. Je suis en compagnie d'Emmanuel Beauregard et de François Patnaud. M. Beauregard est un responsable de chargé de projet au CDBL, c'est bien ça?
Oui, je suis coordonnateur d'un projet qui vise à soutenir le développement et la commercialisation des produits forestiers non ligneux dans la Naudière. Et vous, M. Patnaud, on est à l'abbaye Val-Notre-Dame, ici à Saint-Jean-de-Mathan. Votre fonction officielle, c'est? Coordonnateur des forestibles. Donc, forestible, c'est l'autre nom qu'on donne au PFNL. PFNL, c'est produits forestiers non ligneux. Donc, c'est tout ce qu'on peut cueillir en forêt qui n'est pas la matière ligneuse, c'est-à-dire des champignons, des bois nordiques, des petits fruits, des légumes forestiers, etc. Mais pour que ce soit plus évocateur, plus intéressant dans une assiette, on a souvent tendance à... On essaie de renommer ça en forestible ou comestible forestier. Donc, c'est une nouvelle tendance. Je veux dire, une nouvelle approche ici. À Val-Notre-Dame, ça fait quand même presque une dizaine d'années que cette exploitation-là est faite. Comment je pourrais dire ça? Savoir que cette matière première-là est bonne, est utilisable et tout. Mais là, c'est vraiment de plus en plus reconnu, cette façon de faire de l'agriculture. Oui, bien en fait, c'est de la cueillette sauvage. C'est que l'agriculture, on doit semer, entretenir, puis après ça, on va cueillir. Au niveau des forestiers, ce qu'il y a, c'est que c'est la nature qui sème, c'est la nature qui entretient la forêt, et nous, on a juste de la cueillette à faire. Donc, nous, c'est depuis 2014, on a commencé tranquillement, donc il y a 187 hectares ici. Au début, c'était juste des tisanes qu'on a commercialisées. On a trouvé nos tales de champignons sur le site. Puis au fil des ans, on a augmenté le nombre de cueillettes sauvages qu'on faisait, le nombre de produits qu'on faisait aussi. Aujourd'hui, on va avoir des chocolats aux forestiers, on va avoir des caramels aux sapins. On va avoir un ensemble de produits, donc des produits secs prêts à cuisiner. On a juste à rajouter un ingrédient liquide comme de l'eau, du lait, pour faire soit une crème de champignons, un pain bannique aux herbes sauvages de l'abbaye. Donc, on a vraiment augmenté l'étendue, puis on a aussi des activités qu'on offre sur le site. Donc, c'est multifonction. Mais là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas vraiment d'agriculture. Vous allez au gré que la nature vous fournit. Parce que est-ce que vous entretenez? Vous me parlez de tales de champignons. Ouais. Il doit y avoir quand même un petit peu... aucune intervention, je ne sais pas dire humaine, aucune intervention de coupe et de dire on va les mettre là pour les couper, pour s'assurer que ça va revenir l'an prochain, ou vous allez vraiment... Vous avez fait bien de me ramener à l'ordre parce que vu mon grand âge, j'ai oublié un bout. Donc, on a un verger en permaculture. Donc, la permaculture, c'est une nouvelle façon de voir. En fait, ça date des années 70. C'est deux Australiens qui ont créé ça. C'est de l'agriculture permanente. Donc, il y a beaucoup d'arbres en permaculture. On veut des plantes qui sont pérennes, qui sont durables, qui sont vivaces. Il peut y avoir des annuelles comme de l'ail, de l'oignon, des haricots entre ça. Mais généralement, la structure en permaculture, comme dans notre verger, c'est vraiment des plantes vivaces. Donc, on a notre verger en permaculture, on a des implantations, que ce soit de poivre des dunes, que ce soit de monardes, que ce soit d'arbres à noix comme des noyers noirs et autres. Donc, on a aussi quelques cultures, mais au niveau du sauvage, pour en revenir à ce que vous dites, généralement, une tale de champignons, ça ne s'entretient pas. On peut favoriser la croissance des champignons en laissant des chapeaux de champignons plus âgés au sol pour que les spores se retrouvent dans le sol, en plantant des pieds de champignons dans le sol pour que le mycélium, donc c'est l'organisme vivant qui donne le champignon, puisse se propager dans le sol. Je ne vais pas entrer dans des détails trop techniques, mais on n'a pas besoin de... sauf exception de couper des arbres ou quoi que ce soit. Nous, on cueille ce que la nature cultive pour nous, mais on a quelques implantations, donc comme je vous disais, comme le verger en permaculture et d'autres plantes. On cultive par exemple des têtes de violon. On a des tales sauvages, on a parti de ces tales-là, puis on a agrandi autour. Donc, la production qui est faite ici est au gré des saisons, au gré s'il fait beau, s'il sèche. Ça peut pas être stressant à un moment donné, je veux dire, avec une belle boutique comme ça, de toujours s'assurer d'avoir du produit où on est chanceux, la nature fait bien sa job, on pourrait dire. Bien, premièrement, les produits, il y a des produits d'autres producteurs de la région qui font du maraîcher traditionnel, qui font de la cueillette sauvage aussi. Donc, ça ne repose pas entièrement sur nos épaules de l'équipe de cueillette ici. Puis, c'est ça, les moines font aussi des caramels, des gâteaux aux fruits, plein d'autres choses, des chocolats autres qu'aux produits forestiers. Donc, nous, c'est un petit peu marginal dans l'ensemble de ce que, mais c'est l'identité du lieu de plus en plus, c'est au cœur de la forêt. Puis, je vous dirais, le stress, quand tu es en agriculture, tu es pas mal stressé tout le temps, parce que quand il pleut, tu es content, mais quand il y a trop de pluie, tu es moins content. Quand il fait soleil, tu es content, mais là, s'il y a trop de soleil et c'est sec, tu stresses un peu. Donc, ça fait partie, comment dire, de la job soit de cueilleur ou d'agriculteur, de regarder Météo Média en tout temps, puis de chialer contre la météo. Sur ce, allons à la pause.
En ce 8 septembre, les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à André Étier, à Nicole Cauchêne et à Ginette Lalande. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Madeleine Roberge. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 8 septembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Julie Boucher, candidate pour le Parti québécois lors du scrutin au niveau du Québec pour le comté de Berthier, a tenu une conférence de presse. Elle nous a parlé des soins offerts aux aînés et des offres de services en santé. On souligne la collaboration au niveau information politique de nos confrères de CTB, la télévision de Brandon, qui nous ont ramené des images. Donc, en fait, on le sait, là, le réseau de la santé et des services sociaux est devenu complexe. Il est hermétique et voire hostile pour les usagers. On ne sait plus à quelle porte frapper. On entend souvent sur le terrain là, des gens qui se rendent à l'urgence pour pour des choses qui ne sont pas urgentes. Donc, ce n'est pas normal. Il faut vraiment offrir un vrai réseau de proximité aux usagers. Donc, au plan santé, notre action est axée principalement sur 3 grands axes. La proximité des services, les soins à domicile, le respect des travailleurs du réseau. Le réseau doit permettre aux personnes les plus vulnérables de recevoir les soins adaptés. L'idée principale est de faire un réel virage vers les soins à domicile. Le plan du Parti québécois en matière d'aînés et de santé répond aux besoins des aînés du Québec et de chez nous. En brisant l'isolement, en répondant aux besoins criants de services de proximité, en donnant plus de soutien à nos organismes dédiés à nos aînés et surtout en assurant à tous ceux qui le désirent de bénéficier de soins à domicile d'ici 4 ans. Nous le savons, la population dans Berthier est vieillissante. Selon l'Institut de la statistique du Québec, c'est plus de 90 % des aînés québécois qui désirent demeurer à la maison le plus longtemps possible. Une légère perte d'autonomie ne doit en aucun cas être un enjeu pour pouvoir rester à la maison. Une solution simple et synonyme de respect et de dignité est d'investir dans les soins à domicile. Il faut le dire, ces 4 dernières années, la volonté des aînés n'a pas été écoutée. La CAQ sait que 91 % d'entre eux souhaitent vieillir dans leur maison, près des leurs. Néanmoins, elle préfère s'entêter dans le gouffre financier que sont les maisons des aînés à 1 million de dollars la place. Il faut plutôt investir dans le déploiement des soins de proximité et non dans du béton coûteux et polluant, dont ni nos aînés ni nos jeunes ne veulent. La meilleure maison pour les aînés, c'est la leur. Le Parti québécois abandonnera le modèle de maison des aînés. Et rappelons que le plan du gouvernement actuel, c'est de convertir d'ici 2038 75 000 places de CHSLD en places en maison des aînés. Cela pourrait coûter jusqu'à 75 milliards de dollars et c'est beaucoup trop coûteux et peu réaliste. Au Parti québécois, nous nous engageons à investir 3 milliards de dollars par année de façon récurrente et à allouer 50 % du budget de soins de longue durée aux soins à domicile d'ici 4 ans. Le nombre d'heures offertes sera donc triplé. Nous rappelons aussi que la moyenne des pays européens consacre 50 % de leur budget en soins de longue durée aux soins à domicile. Certains, comme le Danemark, vont même jusqu'à près de 70 %. Tandis qu'au Québec, à titre informatif, on alloue à peine 22 %. L'ajout de ces nouvelles sommes constituera un réel investissement. À terme, le virage vers les soins à domicile fera économiser des centaines de millions à l'État.
par rapport au statu quo de l'institutionnalisation et des maisons des aînés. Les aînés, ça représente une richesse pour le Québec, pour Berthier, avec des soins à domicile, ils pourront demeurer à la maison, mobiles et actifs, près de leur famille. C'est ça, vivre et vieillir avec dignité. En premier lieu, un des 3 principaux axes du plan santé du Parti québécois, c'est de faire du personnel en soins respecté et au service, dans le fond, là, des gens. Et le réseau public, dans le fond, il doit devenir le meilleur employeur au Québec. Donc, on veut assurer des meilleures conditions de travail et on veut aussi rendre une autonomie au personnel pour qu'ils puissent mettre à contribution là, chacun de leurs gestes et aussi là, au plus grand bénéfice des usagers. Donc, on veut également abolir le recours aux agences privées de placement et puis réintégrer le personnel au réseau public à hauteur d'1 milliard de dollars. Ça représente en fait, là, le réseau de proximité, là, on parle de 2,7 milliards d'ici 5 ans pour les soins à domicile, donc on dit 3 milliards au départ, là. Et puis 500 milliards par année pour les CLSC, parce que je ne l'ai pas dit tantôt là, dans ma présentation, mais le CLSC devient aussi la porte d'entrée là, des premiers soins, là, la première porte d'entrée des soins. Donc, on va retrouver nos CLSC ici dans Berthier. On a Saint-Jean-de-Mata, on a Saint-Gabriel, Berthierville. On a plusieurs autres aussi, Saint-Michel-des-Saints, si je ne me trompe pas. Là, par cœur, il faudrait que je revérifie, là, mais on a plusieurs sont ici d'ailleurs. Lavaltrie, Saint-Gabriel, Berthier. J'aimerais aussi mentionner que c'est important aussi, là, moi j'ai vu sur le terrain, au niveau des services déployés, on demande d'avoir des services de proximité aussi dans les ressources. On parle, par exemple, des ressources et d'aide pour les enfants en déficience intellectuelle, en troubles du spectre de l'autisme. Donc, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est déployer les personnes, offrir les mêmes soins, mais les déployer autrement. On veut aussi mieux reconnaître les organismes communautaires. Donc, ça aussi, ça va être important dans le plan de les inclure. On invite les gens, par ce système-là, de tout milieu qui pourrait avoir un bénéfice auprès des personnes dans le besoin, à s'impliquer, à rentrer dans le système. Donc, ça devient carrément un autre modèle inspiré de façons de faire qui ont réussi là, à l'extérieur, comme je le disais dans ma présentation tantôt. La candidate du Parti québécois était aussi de passage hier soir à la réunion mensuelle des maires de la MRC de Dautré, histoire de se présenter. Les policiers du poste secondaire de la MRC Dautré demandent l'aide du public afin d'identifier un véhicule suspect dans un dossier de vol et de méfaits survenu à Lanoret au mois de juillet dernier. Le 5 juillet, vers 5 heures du matin, le suspect s'est rendu sur la rue du Parc industriel à Lanoret. Il a volé du carburant diesel sur 2 machineries de chantier. Au moment du vol, une remorque était fixée au camion conduit par le suspect. Le camion a par la suite été vu dans la ville de Lavaltrie. Donc, la description du véhicule du suspect, la camionnette de type pick-up noir marque Chevrolet, modèle Duramax Z71, avec jantes de roue noire, remorque de marque SWS, roue double à sellette, prise dans la boîte du camion. Au moment du vol, la remorque contenait 2 motocross de marque KTM orange et une motoneige verte. Toute personne qui pourrait identifier ce véhicule ou qui possède des informations sur ce vol est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. Allons à la pause.
Au CHSLD Alphonse Rondeau, le 14 août, à 85 ans, est décédée Mme Louise Girardin, épouse de feu Gaston Fortier de Lanoret. Lui a précédé Benoît et Rachel. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Serge Fortier, Daniel Cloutier, Luc Fortier, Manon Lacasse, François Fortier, Ginette Gauthier, Marc Fortier, Lynn Aubuchon. Ses petits-enfants, Caroline, Marc-André, Michel, Sandy Rousseau, Mélanie, Jérémy Lafleur, Joël Blanchette, Francis, Patricia Simoneau, Maxime, Marilyn, Jonathan Proux, Jade, Maxime Duquette, Amélie Lacasse, Chai Schott, Guillaume, Émilie Grenier, Jasmin, Ariane Lefebvre, Véronique, Marc-Antoine, Laurence, Pierre-Luc Belrose, Juliane, Michaël Aumont, Samuel, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur, Hélène Girardin, Marguerite Girardin, Laurent Rodrigue, Richard Lalancette, Arthur Deslauriers-Marie, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de Mme Girardin tient à remercier chaleureusement le personnel du pavillon Alphonse Rondeau pour les bons soins prodigués à leur mère, à Mme Girardin. La famille vous accueillera vendredi le 9 septembre de 19h à 22h et samedi le 10 septembre de 9h le matin au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour, 11h30, en l'église de Lanoret. Les cendres de Mme Girardin seront inhumés au cimetière du même endroit. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de jeudi. Cet après-midi, ça sera ensoleillé avec une température de 26, un temps ressenti de 32. Jeudi soir, c'est généralement dégagé, une température de 25, un temps ressenti de 31. Jeudi nuit, ce sera des bancs de brouillard avec une température de 16, un temps ressenti de 16. Vendredi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 17. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé avec une température de 27, un temps ressenti de 33. Vendredi soir, c'est dégagé, une température de 26, un temps ressenti de 31. Voilà, c'était tout pour votre météo. Notre équipe météo a évidemment fait ce tournage à l'extérieur aujourd'hui par cette journée très chaude et on a fait une petite halte. On vous laisse deviner où. Nous nous trouvons présentement devant la Maison des Glaces qui vont bientôt fermer leurs portes le 18 septembre, le dimanche au soir. Comment dire, profitez-en avant l'arrivée des temps froids parce que je pense, selon moi, que ça va être les derniers jours qu'il va faire chaud. Donc profitez-en et allez manger une bonne glace chez la Maison des Glaces. Et merci de votre écoute. Merci. Je pense qu'une petite glace bien méritée pour nos gars. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la dernière édition de la semaine. À suivre et à demain.